Alors, je vais retenter mon tableau blanc. Non, bah, ça ne veut pas importer mon image. Soit, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, correction des exercices sur le chapitre analyse. Oui, bien, qu'y a-t-il? Est-ce que vous savez comment les conseils de classe ont s'organisé l'orientation? Bah, on les a fait, les conseils de classe, et moi et le proviseur adjoint qui les avons fait. L'orientation, on va valider vos vœux ou pas. Pour la plupart de vous, je les ai validés. Et voilà, c'est tout. Baisse ta main. Sur ce, cours. Correction d'exercice. Alors, on commence par le 5, page 278. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer. Alors, on y va. Exercice 5, page 278. Va falloir un peu s'accrocher parce qu'il faut qu'on avance. Alors de toute façon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de connexion, pareil, je mettrai tout, je ferai encore sur la chaîne YouTube, je remettrai cette vidéo une fois qu'elle sera prête. Calculer la distance Terre-Soleil en mètres, sachant que la lumière met 8 minutes et 20 secondes à effectuer ce trajet. Alors, on part du postulat que la lumière dans le vide, la lumière se déplace à la célérité c qui est égale à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà le postulat de départ. Or, vous savez que la célérité, c'est la distance divisée par la durée du parcours. Donc, à partir de ce moment-là,
C'est bien moi. Ouais, c'est bon, mais voilà, toujours, Fontana Olivier, je sais pas ce qu'il a foutu, il a dit. Bon, bref, ça marche. Allez, on continue. J'en étais où? Donc, j'en étais au tout début, hein? Et on était où? Tac, tac, tac. Ok. Ben, on n'a plus qu'à faire l'application numérique en disant que la distance B, ben, ça va être 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Et le delta T, qui nous est donné en étant à 8 minutes et 20 secondes, il faut tout convertir en secondes. Ça nous fait 8 minutes, c'est 8 fois 60 secondes, plus les 20 secondes. Et quand on calcule, ben, on trouve 1,50 10 puissance 11 mètres. Voilà la distance entre la Terre et le Soleil en mètres. Voilà pour ce premier exercice, très basique, très simple. Ensuite, je vous avais mis l'exercice 10 à la page 278 également. Alors voilà sur Mars cette fois, donc c'est à peu près la même chose, sauf que là, au lieu de déterminer la distance entre deux points, on recherche la durée. D'accord. Donc calculer cette fois-ci, dans un avenir plus ou moins proche, les astronautes seront capables d'effectuer un voyage interplanétaire jusqu'à Mars. Une fois là-bas, ils auront pour tâche de communiquer des rapports via l'émission d'ondes électromagnétiques. La distance la plus courte à parcourir par les ondes est d 5,57 10 puissance 7 km. D est égal à 5,57 fois 10 puissance 7 km. Première chose. Rappelez la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide. Ça, c'est une question très classique que je peux vous poser. Donc, valeur de C. Donc ça représente, on ne demande pas la valeur précise, il faut simplement connaître l'ordre de grandeur qui est de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette valeur, c'est comme un peu la valeur de la vitesse du son dans l'air à 340 mètres par seconde que vous êtes censé connaître. Donc ensuite, calculer la durée du parcours de l'onde électromagnétique entre Mars et la Terre pour cette distance. Donc, durée du parcours. On reprend comme tout à l'heure la même définition. Où on avait C qui est égal à D sur delta T. Mais de là, on peut exprimer delta T comme étant la distance divisée par la célérité. Et là, directement, on peut faire notre application numérique, le piège étant à ne pas oublier de faire les conversions. Donc delta T, D est donné en kilomètres, qu'il ne faut pas oublier de convertir en mètres. Donc pour convertir des kilomètres en mètres, on multiplie par 10 puissance 3. Oui, Tobias, c'est quoi C? C'est la célérité de la lumière. CF, le cours. Delta T, donc la distance à mettre en mètres, ça nous fait du 5,57 fois 10 puissance 7 plus 3 pour convertir les kilomètres en mètres, ça nous fait 10 puissance 10. Divisé par 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui va nous permettre, par le calcul, de déterminer la durée du parcours de l'onde électromagnétique. Le résultat sera fourni en secondes. Et on pourra essayer de convertir en minutes, pourquoi pas. Donc delta T. Alors moi, quand je l'ai calculé, j'ai trouvé 1,86 10 puissance 2 secondes. Et donc c'est à peu près 180 secondes, c'est-à-dire à peu près 3 minutes.
Et donc ça, c'est un problème, parce qu'actuellement, la communication avec Mars, quand on envoie des sondes sur Mars, quand on leur donne une information, on leur envoie une information par onde électromagnétique, et l'information n'est reçue que 3 minutes après notre envoi. Donc il y a un décalage de 3 minutes. Et pareil, quand la sonde envoie une information vers la Terre, il faut attendre 3 minutes avant la réception. Voilà pour cet exercice. Alors, ensuite, on passait au 15, qui était un petit peu plus compliqué, puisqu'il y avait un calcul à faire à partir d'un bouquin, ou enfin d'un graphique. Donc c'était pour le 15, page 279. Alors, dans cet exercice, soumis à une excitation, les atomes de sodium émettent deux raies caractéristiques de couleur jaune-orange, relativement proches l'une de l'autre en termes de longueur d'onde. Déterminer avec le plus de précision possible les longueurs d'onde des deux raies caractéristiques et évaluer l'incertitude de cette mesure. Alors, en fait, là, ce qui nous était donné, vous aviez un graphique, un spectre, où on vous donnait les longueurs d'onde en nanomètres, et il y avait ces deux raies orangées qui étaient ici. Et la seule indication que vous avez, c'était les limites extrêmes du spectre, qui étaient ici de 580 et 600. Donc, c'est deux graduations. Et nous, ce que l'on veut, c'est avoir une mesure précise de ces deux longueurs d'onde à l'aide de ce graphique. Ben, en fait, ce que l'on va faire, on va utiliser un facteur d'échelle de la proportionnalité. En disant que entre 580 nanomètres et 600 nanomètres, ben, qu'est-ce qu'on mesure? Vous allez mesurer la longueur X. Vous allez mesurer cette distance, d'accord? On va appeler D par exemple. Cette distance, ben, elle va avoir une certaine valeur. Moi, quand je l'ai mesurée, j'ai trouvé 6,3 cm. Entre 580 et 600 nanomètres. Alors, comment je notais ça? Il y a 6D égale 6,3 cm. D'accord? Peut-être que vous avez une autre valeur. Ça va dépendre du facteur d'échelle de votre écran, de la résolution de votre écran. Mais après, le résultat sera identique pour tout le monde. C'est 10 puissance quoi à la fin? 10 puissance 2. 10 puissance 2. Ici, c'est 10 puissance 8. 9 10 puissance 8. Donc, on a 6,3 cm. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est justement de mesurer ces deux valeurs. Bah, pour ça, je vais mesurer les distances de là à là, à savoir X1, et ensuite, jusqu'à cette autre raie, que je vais appeler X2. Okay. En fait, en sachant que de 580 à 600 nanomètres, on a 20 nanomètres, 20 nanomètres correspondent à 6,3 cm sur mon graphique. Et donc, je sais que tant que je bouge de X cm, eh ben, je vais avoir un facteur de proportionnalité entre les deux. Alors, pour mesurer la longueur d'onde, là on va l'appeler lambda 1, et juste à côté on a lambda 2, les deux longueurs d'onde qui nous intéressent. Lambda 1, quand je le mesure, lambda 1 est situé à, alors quand j'ai mesuré, pareil, j'ai trouvé 2,8 cm de la longueur d'onde 580 nanomètres.
qui me permet de dire que la longueur d'onde lambda, ça va être, je pars de 580 nanomètres, et je rajoute cette distance x1. Ce x1, comment je vais le faire? Comment je vais le mesurer? x1, ça correspond à 2,8 cm. Donc pour le trouver, je fais juste un produit en croix. Puisque 6,3 cm, ça correspond à 20 nanomètres, 2,8 cm, ça va correspondre à 2,8 fois 20 divisé par 6,3, par proportionnalité. 2,8 fois 20 divisé par 6,3, et je trouve que lambda 1 est égal à 588,9 nanomètres. Donc voilà pour ma première longueur d'onde. Et on peut faire exactement la même chose pour la deuxième. On mesure la distance juste entre 580 nanomètres et l'arrêt lambda 2 en centimètres. Et ces centimètres, on va les convertir en nanomètres à l'aide de notre facteur d'échelle. Donc, lambda 2 est situé à... Alors moi, j'avais mesuré 3 cm de 580 nanomètres. Ça correspond donc à notre x2. Et donc, ça me permet de dire que lambda 2, ça va être 580 plus 3,0 fois 20 divisé par 6,3. Et on trouve que lambda 2 est égal à 589,5. Donc vous voyez, elles sont rapprochées de moins d'un nanomètre entre les deux, et ça c'est assez difficile à déterminer expérimentalement. On peut le faire par des facteurs d'échelle. Alors, il y avait une autre question, et évaluer l'incertitude sur cette mesure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une incertitude? Là, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on a ces longueurs d'onde, mais on ne peut pas dire à combien on est sûr. Et pour évaluer une incertitude, ça va dépendre de notre appareil de mesure. Là, mon appareil de mesure, c'était quoi? C'était ma règle. Je mesurais à la règle les valeurs de x1 et x2. Ces valeurs, elles sont précises au millimètre près, c'est-à-dire à 0,1 cm. Je fais donc une erreur d'à peu près 0,1 cm sur ma lecture. Ces 0,1 cm, ils vont correspondre à combien de nanomètres sur mon échelle en longueur d'onde? Comme je sais que 6,3 cm, c'est 20 nanomètres, 0,1 cm, ça va correspondre à quelle erreur? Et je vais rajouter cette erreur dans mon résultat. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va appeler ça évaluation de l'erreur. Évaluation de l'incertitude. Donc pour évaluer mon incertitude, on dit que l'incertitude est liée à notre instrument de mesure. Ici, notre instrument de mesure, c'est la règle qui nous a permis de mesurer x1 et x2. Et donc, la précision de notre règle donne accès au millimètre, puisque vos règles sont graduées millimètre par millimètre. Donne accès au millimètre. En fait, on devrait dire que la précision, c'est le demi-millimètre. Pas rentrer dans le détail, on va rester au plus simple pour le moment, pour ceux qui vont
continuer en spécialité physique, on améliorera un peu plus cette notion d'incertitude. Soit 0,1 cm. 0,1 cm, c'est pareil que 1 mm. On fait donc une erreur. Comment on fait pour la calculer? 0,1 cm fois 20, même calcul que ce qu'on avait ici, divisé par 6,3, c'est-à-dire on trouve du 0,3 nanomètres. Et comment est-ce qu'on va présenter nos résultats? C'est ça qui est intéressant, c'est la nouvelle présentation des résultats. Quand vous faites une mesure, vous allez toujours pouvoir me présenter votre résultat avec l'incertitude qui va lui être associée. Et on va écrire que lambda 1 est égal, donc la valeur qu'on a trouvée, c'était 588,9, plus ou moins l'incertitude de 0,3. Et on met l'unité après. Et on fera exactement pareil pour lambda 2. On va dire que lambda 2 est égal à 589,5 plus ou moins 0,3 nanomètres. Voilà normalement comment on devrait toujours présenter des résultats en physique, c'est-à-dire la valeur que l'on mesure, plus l'incertitude sur cette valeur et l'unité. Alors, on va commencer à le faire. On ne va pas le faire tout le temps parce que évaluer les incertitudes, c'est pas facile, ça prend du temps, ça demande parfois des calculs assez complexes. Donc, on va rester assez simple là-dessus. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Oui, non. Ok. Donc on passe à l'exercice suivant. C'était le 17, page 279. Ah. Lilian, vas-y. J'ai compris les calculs, mais pas le raisonnement. Alors, quelle partie du raisonnement? Pour l'incertitude? Normalement, c'est pas précisé. Hein. Le dessin. Alors, le dessin, le graphique des deux longueurs d'onde. C'est simplement, on te dit, tu as ton graphique en longueur d'onde, tu connais les bornes extrêmes ici, ça veut simplement dire que là, la lumière du sodium émet à ces deux longueurs d'onde et on voudra savoir à quelle longueur d'onde c'est précis. Et on trouve comme ça, par ce calcul. Tu fais ta mesure et tu retrouves exactement ces deux règles. Il y a le graphique, pas ce que tu peux ne pas comprendre. Chiara, tu ne trouves pas pareil, tu trouves très différent ou pas? Chiara, 588. Ouais, ça va. 588,8. Oui, non, c'est pareil. Oh. C'est pareil. C'est bon. Chipote, hein. Alors, exercice 17, page 279. Alors, si je me souviens, dans cet exo, c'était le son, la foudre, etc., etc. Voilà, la foudre et le tonnerre. Donc, partant au radieux, il est possible d'observer un éclair qui s'abat au loin et entendre quelques secondes plus tard le tonnerre. Déterminer le décalage temporel entre
Non, 8,86, ça va pas. On fait 588. C'est obligé, tu peux pas avoir 8,86, puisque sur ton graphique, la valeur la plus basse, c'est 580 nanomètres, et la plus haute, c'est 600. Tes réels sont bien entre ces deux valeurs. Donc c'est tout à fait une erreur. Reprendre au calme. Donc, déterminer le décalage temporel entre la perception visuelle de l'éclair et la perception sonore du tonnerre pour un attaque de foudre ayant lieu à 3 km. Alors, je vais juste vous demander quelque chose, c'est dans l'énoncé. Vous remplacez delta T par tau. Lettre grecque tau. Parce que ça va vous porter à confusion, sinon ce sera un décalage temporel, c'est aussi un décalage temporel, mais si on commence à mettre du delta T partout, vous n'allez pas vous retrouver. Donc on va écrire comme ça. Alors première chose, on vous dit que D est égal à 3 km. Donc le but, c'est de savoir au bout de combien de temps est-ce qu'on voit la foudre et au bout de combien de temps on entend le tonnerre. Alors ce qu'on va voir en fait, c'est que la foudre, on va la voir pratiquement instantanément et on va pouvoir la négliger. Donc on va déjà regarder pour la lumière. Combien de temps met la lumière pour arriver à nos yeux lorsque la foudre est tombée à 3 km? Alors qu'est-ce que l'on a? La lumière se propage à T. La lumière se propage à la célérité, se propage à T égale 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, elle va mettre un temps. Delta T, c'est lumière, on va appeler ça. Ça va être égal à C sur... pardon. D sur C, à D sur C. La distance à parcourir sur C. Soit 3 km. Donc, kilomètres qu'on doit convertir en mètres. 3 10 puissance 3. La célérité 3,00 10 puissance 8, qui nous donne que la durée du parcours de la lumière, c'est du 3 divisé par 3, c'est 1. 10 puissance 3 sur 10 puissance 8, ça fait 10 puissance moins 1. 1. Alors on va écrire 1,0 10 puissance moins 5 secondes. C'est-à-dire 10 microsecondes. Autant dire que c'est instantané, hein, ça se fait direct. Alors, maintenant on va le faire pour le son. On va faire exactement la même chose, mais pour le son. Le son, dans l'air, se propage à, alors cette fois-ci, on va dire ces sons. Allez, on prend la moyenne, environ 340 mètres par seconde. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir calculer la durée mise par le son pour parcourir la distance D, ce sera D sur CC. Ça va être 3 km, 3 10 puissance 3, divisé par 340. Et donc quand on calcule, on a delta T son qui est égal à 9 secondes, à peu près. À 3 km, ça fait donner un chiffre significatif dans l'énoncé. Ah oui, avec un chiffre significatif, apparemment. Donc tout ça, il faut qu'on enlève. C'est 1, 3, et donc ça fait 9 secondes. Ça, vous pouvez mettre entre parenthèses. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on compare 9 secondes avec 10 microsecondes, non, 10 microsecondes, c'est très petit devant 9 secondes. D'accord? Donc on peut négliger en fait le temps que met la lumière pour arriver à nos yeux.
En fait, si on voulait réellement calculer de façon précise cet écart, cet écart temporel entre l'arrivée de la lumière et l'arrivée du son, on devrait faire delta T son moins delta T lumière. D'accord? Et ça, ce qu'on peut dire, c'est que c'est à peu près égal à delta T son. Ben pourquoi? Parce que delta T lumière, car delta T lumière, il est très très petit par rapport à delta T son. Et donc on peut dire que le taux est à peu près égal à 9 secondes. Donc en fait, et ça c'est peut-être une règle que vous avez déjà entendue, quand vous voyez un éclair, vous comptez le nombre de secondes, et en fait ce nombre de secondes vous multipliez. Vous le multipliez par 3. Je vais arriver. J'arrive à créer. Ah, donc je refais. 1, 2, 3. Le temps que vous mesurez entre la vision de la foudre et le son du tonnerre, vous le divisez par 3 et vous retrouvez la distance à laquelle est tombée la foudre. Voilà. Donc là, vous faites 9 divisé par 3, vous remontez à vos 3 km. Donc ça, c'est une technique pour pouvoir savoir où est tombée la foudre. Voilà pour cet exemple. Pas très facile, parce qu'il y a pas mal d'applications, d'approximations à faire, à essayer de bien comprendre les choses. Mais ce qui m'importe, moi, dans ce genre d'exercice, c'est que vous posiez vraiment toutes les étapes, une après l'autre. Ah la vache. Ça va? Alors, il y avait le 22 qui était très difficile. D'accord? Enfin, difficile, ça dépend si vous lisez bien, tranquillement. Alors, le 22, il était long, surtout. D'accord? C'est le modèle de bord, de Balmer. Alors, on y va. Modèle de Balmer. Donc, j'ai dit exercice 22, page 282. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, l'atome d'hydrogène, sous l'effet d'une excitation, peut émettre de la lumière sous forme de radiation. Donc, on va avoir un spectre de réémission, émission, monochromatique, dont les longueurs d'onde dans le domaine du visible sont, alors on vous donne 4 raies avec les longueurs d'onde associées. Représentez le spectre d'émission à l'échelle de l'atome d'hydrogène pour les 4 raies caractéristiques mentionnées. Donc en fait, ça, il faut que vous soyez assez précis. Il faut vous donner une échelle. Moi, par exemple, j'ai pris une échelle. Alors déjà, je vais noter spectre de H. Petit 1, spectre de l'hydrogène. Donc, d'abord, il faut faire le choix d'une échelle. Choix de l'échelle. Moi, j'ai pris, pour faire mon graphique, 5 cm sur feuille. Ça va correspondre à 100 nanomètres. Voilà ce que j'ai dit. Donc, je fais un axe horizontal. Je gradue mon axe. Alors, comme je suis dans le visible, je sais que je suis entre 400 et 800 nanomètres. Là, on ne va pas plus loin que 700 nanomètres, puisqu'on est au maximum à 650 et au plus bas, on est à 410. Donc, j'ai besoin d'aller depuis 400
400 nanomètres, jusqu'à 700. Et si 5 cm c'est 100 nanomètres, là, 1, 2, 3, 4, 5, là je suis à 500. 1, 2, 3, 4, 5, 600. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, ce sont mes longueurs d'onde en nanomètres. D'accord? Là, j'ai choisi mon échelle. Et après, je n'ai plus qu'à placer de façon assez précise mes différents traits. Donc, normalement, on fait les mesures comme on a fait précédemment. Enfin, on va les placer à peu près. Donc, comment on va faire? Alors, donc, je vous rappelle, quand on est vers 400 nanomètres, la couleur, c'est plutôt du bleu. Quand on est aux alentours de 500 nanomètres, c'est plutôt du vert. Et quand on arrive au-dessus de 600 vers 700 nanomètres, c'est plutôt du rouge. On va respecter un peu un code couleur. Alors, la première, elle est à 410,2. Ah, 400, là, je suis à 420, 40, 410, c'est ici. Donc là, je fais une première. Alors ça, c'est ma raie à 410 nanomètres, c'est la raie numéro 4. Ensuite, on a une raie à 434 nanomètres. 434, pareil, c'est à peu près ici. Ça, c'est ma raie numéro 3. Ensuite, on a une raie à 486,1. Donc 480, 486, on est à peu près ici. Ça, c'est ma raie numéro 2, qui sera plutôt verte, d'accord, puisqu'on se rapproche du 500 nanomètres. Et enfin, on a une raie à 656. 600, 120, 140, 150, donc on est à peu près là. Là, on arrête numéro 1, qui sera plutôt rouge. Voilà le spectre de Balmer pour l'atome d'hydrogène. On représente ces 22 pages 282. Tu voyais pas bien, Chiara? On le voit sur l'écran. C'est pixelisé chez vous ou quoi? Continue. Alors, en deuxième, il vous demande de construire un tableau reprenant pour chaque... Ouais. Ilian, vas-y. L'arrêt 1 est à combien? L'arrêt 1, 656,3 nanomètres. C'est écrit dans le bouquin. C'est bon? Alors, construire un tableau reprenant pour chaque numéro. Ok, alors là, je ne vais pas avoir la place, je pense, de tout. Oh, pas que, en serrant un peu. Non, je vais le faire là. Sinon, vous verrez. Donc, question 2, on va faire ce qu'on appelle les changements de variables. Donc, 2 changements de variables. Alors, pour faire ce changement de variable, il faut que j'aille sur mon cours de terminale. On vous donne les formules que vous devez appliquer. Vous avez x qui est égal à 1 sur n plus 2 au carré, et y qui est l'inverse de la longueur 1 sur lambda. Donc ce que l'on veut en fait, c'est faire un tableau dans lequel je vais répertorier ici le numéro de l'arrêt. Ensuite, donc on va avoir V1, V2, V3, V4. Ensuite, on met les longueurs d'onde en nanomètres. Donc celle-là, c'est avec l'unité donnée. On avait 653,3.
486,1, 434,0 et enfin 410,2. Et donc à partir de là, je peux calculer le x. Donc par exemple, pour 2, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Ça me fait du 1 neuvième. Et 1 neuvième. Plus 2, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Ça me fait du 1 neuvième. Et 1 neuvième, c'est 0,11. Je la calculatrice, elle vous donne ça. Je vais le donner à 3 chiffres. Ça suffira pour nos graphiques. Pareil pour n égale 2. 2 plus 2, 4. 4 au carré, 16. 1 16e, c'est 0,063. 3. Pour 3, on trouve 0,040. Et pour 4, on trouve 0,028. Voilà nos résultats. Et enfin, on peut calculer. Alors, x, c'est sans unité, puisque n est sans unité. Le numérateur n'a pas d'unité. Par contre, y, lui, son unité, c'est 1 sur des longueurs d'onde. Et donc, les longueurs d'onde, elles sont données en nanomètres. Donc, y sera en nanomètres puissance moins 1. Donc, pour calculer y pour la première raie, on fait 1 divisé par 653,3 et on trouve 1,530 10-3 fois 10 puissance moins 3. Pareil pour le deuxième, 2,057 10-3. 2, 3, 5, 4. Oui. Comment on calcule x? Avec la formule qui est là. Tu prends n, c'est le numéro de l'arrêt. Par exemple, n égale 2, tu vas avoir n plus 2, 4, 4 au carré, 16, 1 16e, qui est égal à 0,063. C'est bon? Le 3, 2, 304, 10 moins 3. 3, 10 moins 3. Et la dernière, 2, 438. 2, 438. 10 moins 3. Voilà pour ce tableau. J'envoie l'invitation pour les heures appliquées qui a lieu après. Sinon, ça ne va pas le faire. Envoyer les invitations. Voilà, les heures. Alors, ensuite, ce qu'il vous demandait, en 3, tracer un graphique représentant l'évolution de y en fonction de x. Alors, on ne va pas le faire précisément. Ça, vous pouvez le faire sur Excel, LibreOffice, etc. Tout ce que vous voulez. Moi, je vais vous représenter ce que vous aurez vu 3. Donc, petit 3, évolution y en fonction de x. 3, évolution y égale une fonction de x. Alors, si on passe le graphique, donc, un repère, orthogonal, par axe normé, on n'est pas en maths, y, x, donc y est en nanomètres moins 1. Alors là, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est choisir les bonnes échelles. D'accord? Donc vous savez que x, il va de 0,028 à 0,111. Donc à vous de choisir une échelle qui vous permet de trouver à peu près. Moi, j'aurais pris un carreau, c'est 0,01 par exemple. Donc ce qui fait qu'au bout de 10 carreaux, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, on était là. Je peux aller un peu plus. Je peux me retrouver. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Là, je me retrouve à 0,1. D'accord? Et pareil, pour l'autre, moi, ce que je vais faire, on va utiliser, on part de 1,5 10 moins 3 jusqu'à 2,5 10 moins 3. Pour Y. Alors pourquoi j'ai noté comme ça? Oui, je suis parti en fait, moi très très bas. Là je mets une double barre, simplement pour dire que je coupe mon axe. Et je dis 2,5 10 moins 2. Et je monte jusqu'à 2,5 10 moins 3. Ce qui me permet en fait de trouver à peu près des points. Quelque chose comme ça. Donc là, il faut les placer précisément, ces points. Et ce que je vous demande, surtout maintenant en physique, c'est de ne pas relier les points entre eux. Vous essayez de trouver la droite qui passe au plus proche de tous ces points. D'accord? C'est ce qu'on appelle faire une régression linéaire. On ne fait pas le modèle mathématique pour le moment. Ça, vous le ferez plus tard. Ce qui vous permettra justement par la suite d'avoir des mesures beaucoup plus précises. Et donc, on ne relie pas les points entre eux. Ça, ce que vous reteniez sur les graphiques en seconde, en physique. Et donc, ce qu'on vous demande, en fait, tracer un graphique, justifier qu'il s'agit bien d'un modèle affine. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un modèle affine? On voit bien, en fait, que tous les points sont à peu près bien alignés autour d'une droite décroissante, qui ne passe pas par l'origine. Et comme la droite ne passe pas par l'origine, c'est ce qu'on appelle une droite affine. Donc il s'agit d'un modèle affine. Il s'agit d'un modèle affine, car on a une droite, car on obtient une droite ne passant pas par l'origine, ne passant pas par l'origine. D'accord? Et donc, ce que l'on va faire, et on finira là-dessus, ce que l'on veut, c'est déterminer la longueur d'onde pour un n égale 5. Quelle serait la longueur d'onde suivante dans le spectre de l'hydrogène pour Balmer? Donc, en fait, on va faire par deux méthodes. Un petit 4, détermination de lambda pour n égale 5. Alors, on vous parle de modélisation. La modélisation fournit pour y égale ax plus b le coefficient a égale moins 1,10 10 moins 2 par nanomètre. Et b est égal à 2,74 10 moins 3 par nanomètre. Donc en fait, on a un modèle par régression qui nous dit que y est égal à ax plus b. C'est-à-dire, y, si on remplace par nos valeurs, ça nous fait du moins 1,10 10 moins 2, moins 1,10 10 moins 2 x, et b est égal à 2,74 10 moins 3, plus 2,74 10 moins 3. D'accord? Donc la méthode de régression. Nous, on veut trouver la longueur d'onde pour n quelconque. Pour n, pardon, est égal à 5. Si n est égal à 5, alors, que vaut x? On remplace dans la formule de x, puisque x c'est 1 sur n plus 2 au carré. Ça fait 1 sur 5 plus 2 au carré.
ça fait x est égal à 1 sur 7 au carré, 1 sur 49, et on trouve à peu près 0,02. Voilà la valeur de x. Ben, je remplace cette valeur de x dans mon équation, ce qui va me permettre d'obtenir la valeur de y. Ainsi, y, ben, ça va être moins 1,10 10 moins 2, multiplié par 0,02, plus 2,74, 10 moins 3. Alors bien entendu, ça vous calculez à la calculette, et ça vous donne 2,52 10 moins 3. 2,52 10 moins 3 nanomètres moins 1. Et comme y est égal à 1 sur lambda, alors lambda est égal à 1 sur y. C'est-à-dire lambda égale 1 sur 2,52 10 moins 3. Ce qui vous donne 397 nanomètres. Et voilà pourquoi en fait on ne peut pas le tracer sur le spectre. Pourquoi? Ben, elle ne fait pas partie du domaine visible. Comme lambda 397 nanomètres, c'est inférieur à 400 nanomètres, cette longueur d'onde n'est pas visible. Voilà pour cet exercice. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui n'est pas facile, mais je voulais absolument que vous le fassiez. Il était détaillé, puisqu'il y avait le détail du barème en dessous, qui vous permettait justement de remonter à tout ça. Et voilà, c'est un exercice très calculatoire. Alors, ce que l'on fera pour la prochaine fois, donc on se retrouve vendredi. Vendredi, on se voit de... Alors, faut que je regarde, bien sûr. Bien entendu, à faire. Ah, ça c'est pas déconnecté. Trop de notes. Ah, ça c'est déconnecté. Alors, normalement, le vendredi, on se voit de 10h à 11h. Oui. Donc 10h à 11h. Ok. Bon, on se voit vendredi de 10h à 11h. D'accord? Là, je vais mettre la vidéo en ligne. Alors, ce que vous allez avoir à faire pour vendredi, on finit les exercices de ce chapitre. Donc, il y a encore 3 exercices à faire que je vous demande de chercher. Ce sont exercices 24, page 282, 27, page 283, et 28, page 283. D'accord? Ce sont les 3 derniers exos que je vous demande de faire. L'activité, je pense que je vous enverrai par mail une correction de cette activité. Comme ça, on peut avancer. Et on va pouvoir commencer le prochain chapitre. Tout bêtement. On aura fait tout ce qu'il faut dessus. Et le prochain chapitre est beaucoup plus intéressant du point de vue physique, du point de vue calcul. Alors, sur tout ce qui est réfraction et comportement de la lumière. Et j'en ai absolument besoin, en fait, pour faire la suite. Puisque après, on va étudier le comportement des lentilles. Ça va être un gros point. Donc les lois de Descartes, c'est le prochain chapitre qu'on va faire. Et celui-là, je veux vraiment prendre du temps. Parce que vous voyez, dans les ondes lumineuses, il n'y a pas grand-chose au final. La seule chose que vous devez retenir, c'est que la célérité de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde.
que le spectre visible c'est entre 400 et 800 nanomètres, et qu'on peut séparer la lumière en plusieurs longueurs d'onde. Une fois qu'on aura fini tous les exercices également, je vous enverrai un petit quiz que Valéra a réalisé sur les spectres, de façon à juste voir si vous comprenez. Alors c'est un quiz qui se passe sur Cuisinière, ça s'appelle. Il n'y a pas besoin de compte, il n'y a pas besoin de créer de compte, vous pouvez simplement le faire directement. Il faudra juste mettre votre nom, prénom, et après moi je récupère. Et ce sera une petite évaluation. D'accord. Si vous ne le faites pas, bien entendu, ça comptera également, mais il faut un verrou. Il y a marqué quoi entre 400 nanomètres et longueur. Cette longueur d'onde n'est pas visible. Tu dis que j'écris mal, Oscar, toi tu oses. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vais avoir cours avec les arts appliqués. On se retrouve vendredi, 10h. Normalement, oui, les bulletins, vous allez les recevoir. À vendredi, à tous. Ah oui, je mettrai le cours sur la chaîne YouTube dès qu'il sera disponible. Voilà. Allez, à bientôt, à vendredi.